Bonjour, bonjour à tous. Durable, c'est un mot qui paraît presque anachronique à l'époque de la dictature de l'urgence, pour reprendre le titre d'un ouvrage qui vient de sortir, à l'ère du tout de suite, du consommable, du jetable, de l'immédiat, de la course effrénée à la vitesse. Eh bien, paradoxalement, il y en a qui réfléchissent à construire pour durer. La ville durable, elle pollue peu pour réduire son empreinte écologique, son bilan carbone. Les bâtiments y sont à haute qualité environnementale, les transports collectifs, bien sûr, et écolos. La ville durable réintroduit la biodiversité, elle consomme peu de ressources, elle est autosuffisante, elle fuit la périurbanisation, les villes dortoirs, les marais pavillonnaires. La ville durable est une ville compacte qui privilégie la densité urbaine pour réduire les déplacements et favoriser l'économie d'espace. Alors en même temps, en rapprochant lieu de vie, lieu de travail et lieu de loisirs, elle favorise la mixité sociale, les plus modestes côtoyant les plus aisés, partageant un même cadre de vie, un même accès à la culture. Et en développant des initiatives comme le covoiturage, en voiture électrique bien sûr, ou encore les jardins communautaires sur les toits des immeubles, eh bien, elle s'appuie, elle repose sur les notions de partage et de solidarité qui semblent à milieu de nos sociétés individualistes. Alors, présentée comme ça, la ville durable, je ne sais pas pour vous, mais moi, elle me fait rêver. Ça semble un peu le monde idéal, presque impossible à atteindre, comme un Graal. Et pourtant, il y a des initiatives qui fleurissent à travers le monde, des éco-quartiers, des éco-villes qui ont valeur de modèle. Mais la ville durable, il va falloir la penser globale. Alors pour voir comment on va pouvoir tous ensemble construire une ville durable, j'invite à me rejoindre Pierre Berger, le directeur général délégué d'Eiffage, qui va faire le chemin jusqu'ici, Pierre-André de Chalindard, président directeur général de Saint-Gobain, Gilles Clément, paysagiste à qui l'on doit entre autres le parc André Citroën ici à Paris, les jardins de l'Arche à la Défense ou encore le jardin du musée du Quai Branly. Il est aussi professeur à l'École nationale supérieure du paysage à Versailles. François de Mazières, président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et maire de Versailles. Et enfin, Joël Karecki, président de Philips, France et Maghreb. Bienvenue à tous les 5. Alors avant de rentrer dans un débat, je ne sais pas, plutôt philosophique, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez inventé, mis en place, créé, un ou deux exemples pour bâtir une ville durable. Pierre Berger. Bonjour. Il faut appuyer sur le bouton rouge. Voilà. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. C'est ma première participation. On n'entend pas là? Si, ça y est. Donc merci de votre invitation. C'est ma première participation à ce forum. Et je vous remercie surtout d'avoir invité un groupe de BTP, en l'occurrence Eiffage, groupe qui, il me semble, il y a une dizaine d'années, n'était pas forcément considéré comme pertinent, ou en tout cas moteur, dans le domaine du développement durable ou de la ville durable. Mais les choses, il me semble, ont bien changé. En tout cas, pour Eiffage, elles ont bien changé. Et pour répondre plus précisément à votre question, nous avons lancé, il y a 4 ans, en 2007, une démarche transverse à toutes les divisions de notre groupe. Les groupes de BTP comme Eiffage, ce ne sont plus des groupes qui manipulent que du béton ou de l'acier. Il y a 10 ans, nous étions des entrepreneurs de gros œuvres. Le gros œuvre, c'est la partie béton armé des bâtiments. Aujourd'hui, nous sommes des groupes capables d'apporter des solutions clés en main qui maîtrisent non seulement le béton et l'acier, mais aussi tous les corps d'état techniques et architecturaux et tous les systèmes associés aux constructions modernes. Nous avons lancé ce groupe de travail que nous avons appelé Phosphore, qui rassemble différents ingénieurs de toutes les branches du groupe, à qui on a posé la question suivante: imaginez la ville durable de demain, et concrètement, nous leur avons demandé de travailler sur Marseille en imaginant un écoquartier qui serait construit en 2030. Ce groupe de travail a donné naissance à tout un tas
dynamique et a donné naissance à la mise en place d'une nouvelle norme EFAGE HQVI, qui est une norme qui non seulement prend en compte les problématiques de consommation d'énergie, de technologie, mais pas seulement. Nous nous sommes rendus compte que finalement la ville durable de demain, c'est de la technologie certainement, mais surtout la prise en compte des modes de vie et la prise en compte des environnements dans lesquels on construit. Je pense qu'on y reviendra progressivement. Et on peut voir ça en vidéo peut-être? Je crois que vous avez un petit film sur ce référentiel que vous avez créé. Oui. Si on peut le lancer. Est-ce que ça marche? Ça va venir. Donc voilà ce qu'a fait EFAGE pour une ville durable, un référentiel de construction durable. Ça s'appelle HQVI, haute qualité de vie. Ça veut dire que ça prend en compte, par exemple à Marseille, le Mistral, le soleil, etc. Oui, enfin, ce qu'on pense, c'est que l'ère du tout nucléaire ou tout gaz est terminée. L'ère de l'énergie abondante, moi quand j'étais adolescent, j'appartiens à la génération où on pouvait consommer l'énergie sans y faire trop attention. Ce qu'on pense, c'est que lorsqu'on va construire une ville ou un quartier dans un environnement donné, il faudra apporter de l'énergie sous forme de bouquets qui mixent les différentes énergies renouvelables autour de l'endroit où l'on construit. Si nous sommes proches des forêts, nous utiliserons des chaudières biomasse. En particulier, nous avons construit plusieurs hôpitaux en France qui sont chauffés, climatisés et éclairés à l'aide de chaudières biomasse, donc qui sont approvisionnés avec du bois alentour. À Marseille, en l'occurrence, on va profiter du vent, du Mistral, du soleil et de la mer qui, lorsqu'on pompe à une profondeur suffisante, est suffisamment fraîche pour climatiser les bâtiments. À Versailles, François de Mazières, qu'est-ce que vous avez mis au point? Un exemple pour bâtir une ville durable? Bien, écoutez, en écoutant votre question, je me disais qu'au fond, si vous voulez, c'est une histoire toujours, le développement durable. Ce n'est pas une personne ou une équipe à un moment déterminé. Ce qui est le plus significatif, sans doute, ce qui a été fait dans notre ville, c'est la formation des enfants. Je vais vous dire, au fond, on voit de très belles images aujourd'hui sur cette notion de développement durable. On voit de très beaux slogans. Mais derrière, il faut qu'il y ait un comportement, je dirais, citoyen qui corresponde au développement durable. Il faut que, et ça commence très tôt. Comportement citoyen consiste à avoir des réflexes en matière, notamment, par exemple, on va dire tout simplement du tri dans les ordures ménagères. Si on veut ensuite mieux exploiter toutes ces ordures ménagères, il faut que les gens aient des comportements responsables. Et je pense que peut-être une des actions les plus significatives qui a été mise en place dans cette ville, c'est que dans toutes les écoles primaires, il y a un jardin. Il y a un jardin pour que les enfants soient sensibilisés à cette notion de nature et les bons réflexes. Et je crois que vraiment,
Ça, c'est un élément peut-être pas assez souligné. Si on veut vraiment avoir une société qui soit responsable par rapport à la nature, par rapport aux richesses naturelles, il faut commencer très très tôt à avoir cette sensibilité. Et puis, alors plutôt du côté de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, là je vais faire un peu de publicité, bien que je ne défende pas du tout une entreprise, mais nous avons fait une grande exposition qui vient d'ouvrir sur la nature et la ville. Et je vous incite à aller la voir parce que l'ensemble des services de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine travaillent sur cette grande réflexion, comment aujourd'hui on arrive à mixer dans les villes contemporaines la préoccupation du développement urbain et la préoccupation de la préservation de la nature, qui est au fond la grande question de l'urbanisme et qui revient au premier plan aujourd'hui, mais qui a été à l'origine de l'urbanisme à la fin du XIXe siècle. Et donc, vous avez là un concentré de réflexion sur ce qui se passe en France et à l'étranger, qui est vraiment très intéressant à aller visiter. Voilà, donc c'est deux actions qui peut-être permettent d'ouvrir les horizons. Chez Philips, Joël Karecki. Alors, chez Philips, dans les réalisations qu'on peut voir aujourd'hui concernant la ville durable, c'est certainement l'éclairage à LED qui est le plus frappant. On a des applications maintenant un peu partout d'éclairage à LED. On a réalisé à Paris, il y a 2 ans, le premier immeuble tertiaire entièrement éclairé à LED. On éclaire maintenant des rues, on a éclairé le premier pont de trafic routier important entièrement éclairé à LED, des LED qui sont garantis pour 40 ou 50 000 heures, si j'ai bonne mémoire, donc qu'on n'est pas prêt de changer dans les 15 ou 20 prochaines années. Donc c'est vraiment ce développement de l'éclairage à LED qui est une vraie révolution sur laquelle je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Ok, Pierre-André de Chalindar. Bon, le métier de Saint-Gobain, c'est l'habitat durable. De tout ce qu'on fait a vocation à contribuer à ce que dans la ville durable, l'habitat soit durable. Et le sujet sur lequel on travaille le plus, c'est bien évidemment la consommation d'énergie. Aujourd'hui, en France, 30% de l'énergie que nous consommons, c'est pour se chauffer. Donc c'est une partie considérable et on sait qu'on n'en a pas besoin. On sait se débrouiller, on sait faire aujourd'hui des bâtiments qui ne dépensent pas d'énergie. Alors un exemple de chose qui me paraît intéressante, c'est que nous, notre objectif, c'est d'arriver à faire des bâtiments qui soient économes en énergie, mais qui soient en même temps des bâtiments agréables à vivre, confortables, sains, des bâtiments, je dis souvent, esthétiques et beaux. Et en fait, on peut faire beaucoup de choses de ce point de vue-là, notamment avec le verre. Alors, il y a une chose qui me paraît très intéressante et je pense pas beaucoup de gens savent. Quand aujourd'hui, on est capable, avec de bons isolants, d'avoir, quand l'ensemble de la paroi d'un bâtiment est bien isolé, on est capable d'avoir une très bonne isolation. Et si on se demande comment aller encore au-delà, comment augmenter encore plus le pouvoir énergétique ou diminuer la consommation d'énergie du bâtiment, eh bien, quelle est la meilleure solution ? C'est pas évident dans le passé, c'est d'augmenter la taille des fenêtres. Donc en fait, pourquoi ? Parce que les verres qu'on fait aujourd'hui, ils isolent aussi bien, c'est-à-dire parfaitement, que les parois les plus isolantes, et en plus ils permettent de réduire l'éclairage artificiel en augmentant la lumière naturelle. Je suis désolé pour mon voisin, mais ça va dans sa direction aussi. Et le jour, voilà, exactement. Oui, mais souvent on éclaire le jour aujourd'hui. Et puis, de profiter des apports du soleil. Des apports solaires en fonction des couches qu'on met sur... oui, madame, vous voyez, hein, ici, c'est pas terrible de ce point de vue-là. En fonction des couches qu'on met sur les vitrages. Donc, la meilleure manière d'augmenter l'isolation, c'est d'augmenter la surface des fenêtres. C'est juste un exemple qui peut dire que je crois que l'habitat durable, qui doit être un habitat qui consomme peu d'énergie, ça peut être aussi, et ça doit être, un habitat qui est agréable, qui est confortable, dans lequel on vit bien. Voilà, juste un exemple. Merci beaucoup. Gilles Clément, en termes de jardin, de paysage, qu'est-ce que vous apprenez à l'école, qu'est-ce que vous enseignez à l'École nationale supérieure du paysage à Versailles ? Juste avant, je voudrais dire que vous m'avez présenté comme l'auteur de plusieurs parcs, mais le parc André Citroën, je suis oui, en collaboration. Voilà, nous sommes 4. Alors, moi, non, j'ai jamais travaillé dans le sens de quelque chose de durable.
parce que dans notre métier, la durabilité n'a pas de sens du tout. Ça ne signifie rien puisque les choses se transforment constamment. Donc c'est plutôt comment on peut réajuster notre quotidien aux choses qui changent. Et pour ça, c'est bien d'acquérir une connaissance qui nous permet justement ce réajustement. Donc moi, j'ai développé des concepts à partir de pratiques. C'est le cas du jardin en mouvement qui vise à faire avec et non pas contre. Donc avec les énergies en place, qui sont des énergies naturelles. Pour nous, c'est ça dans le jardin, et le moins possible contre, ce qui n'est pas du tout ce qu'on nous avait appris, évidemment, quand on était à l'école. Et puis le jardin planétaire, qui est la même idée transposée à la planète pour des raisons logiques, que malheureusement on comprend très bien aujourd'hui, puisque tout est lié, comme on sait. On comprend tristement bien, puisque le nuage nous atteint, entre guillemets, ce nuage. Et puis le tiers paysage qui a à voir avec la diversité. Et de ce point de vue, je rejoins les questions qui ont été évoquées sur la pédagogie. Et je pense que pour arriver à évoluer au mieux, à se sortir au mieux de difficultés que l'on a avec notre quotidien, en dehors du fait qu'il faudrait un nouveau modèle économique urgent, et un vrai projet politique. Ce sont des choses évidemment structurelles nécessaires, mais une autre manière de vivre, c'est un accroissement de l'immatériel et de la connaissance par conséquent. Et dans ce sens-là, je suis content de voir, enfin de constater que ce message-là, qui était la proposition de faire une école de la reconnaissance de la diversité en ville, a été saisi par la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et va être inauguré le 15 avril. C'est une chose importante, je crois. Bravo. Alors, on va prendre une première question des étudiants qui ont préparé ce débat. Première question de Charles Adrien. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir messieurs. Donc Charles Adrien, élève de l'école centrale de Lille, cofondateur de BL Evolution, un modeste cabinet de conseil en RSE, et membre du réseau français des étudiants pour le développement durable. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une société toujours plus polarisée. Les aires urbaines continuent de s'étendre. Se pose alors la question de la compatibilité entre cet accroissement et la notion de ville durable. Donc ma question s'adresse à Pierre Berger. Comment répondre à l'attractivité urbaine sans organiser l'étalement urbain générateur d'émissions de gaz à effet de serre et de perte de milieux naturels? Je vous remercie pour cette question. Alors effectivement, depuis 2008 d'ailleurs, la bascule a eu lieu en 2008, il y a plus d'hommes et de femmes qui vivent dans les villes que dans les campagnes. Et ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Alors comment fait-on? Je vais répondre partiellement, bien entendu, parce que votre question est très générale et je serais incapable de faire le tour en quelques minutes. Et sans doute mes compétences ne sont pas suffisantes pour y répondre complètement. Mais ce que nous pensons en tant que constructeurs, c'est que pour que la ville soit durable, il y a trois choses à faire. Un, développer ce qu'on a appelé, nous, le principe de solidarité énergétique. Deux, faire en sorte que les constructions neuves, ou les rénovations, mais plutôt les constructions neuves, soient de plus en plus modulaires. Et développer des solutions techniques et industrielles pour rénover les bâtiments existants. Dans une ville aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup d'infrastructures qui sont sous-utilisées ou qui sont inoccupées. Donc avant d'aller en construire d'autres, il faut déjà s'occuper des infrastructures existantes. La modularité, c'est très important. Il y a deux phénomènes qui sont forts aujourd'hui et que l'on constate, c'est un, le vieillissement de la population, et deux, l'éclatement de ce que j'appellerais l'éclatement de la cellule familiale. Il y a de plus en plus de divorces. Je pense que
On a dû tous faire face à ça dans notre environnement ou même peut-être à titre personnel. 50% de divorces en Île-de-France qui éclate la cellule et fait que les parents doivent trouver des appartements pour eux-mêmes et puis pour leurs enfants. Entre 70 et 2010, la surface par mètre carré par habitant est passée de 20 à 40 mètres carrés. Donc, une des idées que l'on a, c'est de construire des bâtiments modulaires où l'on peut, avec le temps, sur 15-20 ans, transformer les 4 pièces en 2 pièces, faire en sorte que les personnes âgées puissent avoir à côté d'elles des espaces médicaux, et donc prévoir dans les conceptions, dès le début, dès la phase des plans, des bâtiments que l'on pourra modulariser sans devoir les casser et les reconstruire. Mais les modulariser, pardon, et pour éviter l'étalement urbain, il faut construire plutôt en la verticale. Oui, mais avant de construire plus haut, il faut aussi, je pense, rénover et utiliser au maximum les infrastructures existantes. En dehors de l'habitation, je prends l'exemple des stades, par exemple. Un stade, ça prend énormément de place. Un stade, c'est utilisé 20 jours par an. Un stade de foot, on construit quand même des choses extraordinaires, des stades extraordinaires, mais ils sont utilisés 20 jours par an. C'est quand même pas beaucoup. À Lille, notamment, puisque je comprends que vous faites vos études à Lille, nous construisons le stade de Lille, qui est un stade modulaire qui peut à la fois accueillir des matchs de foot et des matchs de rugby, mais aussi des spectacles. La toiture s'ouvre et se ferme et la pelouse s'escamote de façon à faire apparaître une salle de spectacle. C'est-à-dire sur une surface équivalente, on peut à la fois jouer des spectacles et faire des matchs de foot. C'est-à-dire que ce stade, et puis il peut recevoir aussi des séminaires, des conférences. Donc ce stade pourra être utilisé 50 à 60 jours par an, alors que dans le passé, il n'était utilisé que 20 jours par an. Donc vous construisez des lieux de vie modulables. Voilà, on peut être un petit peu plus intelligent dans nos conceptions de façon à ce que les infrastructures soient plus utilisées. J'ai parlé de la solidarité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les constructions neuves, de toute façon, ne représentent à peu près qu'1% du parc français actuel. Donc c'est pas en faisant de la construction neuve qu'on va résoudre le problème. Il va falloir faire des constructions neuves, par exemple des bâtiments à énergie positive. La technologie aujourd'hui le permet, et développer un principe de solidarité de façon à ce que ces bâtiments qui émettent de l'énergie la renvoient sur les bâtiments alentours qui sont moins performants, de façon à ce qu'à l'échelle d'un quartier, on devienne un peu plus autonome. Vous voyez, donc on a des tas de progrès à faire sur l'existant. Alors la rénovation des bâtiments, c'est aussi un vrai sujet. Les façades, je pense que Saint-Gobain doit bien connaître le problème. C'est un sujet majeur. Les fuites énergétiques, ça passe par les façades. Il va falloir rénover tout ça. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de voir des tours de partout. Il faut déjà s'occuper de l'existant, créer de la solidarité entre les bâtiments modernes et les bâtiments moins modernes de façon à ce qu'on raisonne à énergie constante, et puis surtout développer des logements modulaires pour accueillir des familles qui peuvent avec le temps se disloquer, ou des personnes âgées, ou des infrastructures de loisirs multifonctionnelles. Mais malgré tout, pour reprendre la question de Charles-Adrien, Pierre-André Tchalandar, la ville durable, elle est plus complète. Éviter les migrations pendulaires, les cités dortoirs, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve tout dans la ville? Si vous voulez, il y a beaucoup de paradoxes. On va être 1 milliard de plus d'ici quelques années. Bon, il faut construire plus. Donc on est obligé, la première chose qu'on peut offrir aux gens, c'est construire plus. Bon. Après, il faudra concilier des choses qui sont apparemment contradictoires. Quand on fait des enquêtes et qu'on demande aux gens comment ils veulent vivre, eh ben, ils préfèrent avoir une maison indépendante avec un petit jardin. Bon, ça, c'est très bien, mais on sait très bien que c'est pas... Ça, c'est pas développement durable. C'est pas forcément le développement durable. Et donc, il va falloir faire des tas de compromis un peu partout dans le monde. Et ces compromis, ils seront différents. Je crois qu'il y a un certain nombre d'années, on essayait d'inventer des villes nouvelles sur lesquelles on allait après envoyer les gens vivre. Bon, ces villes nouvelles, elles n'ont pas forcément mal vécu, mais elles n'ont pas forcément non plus bien vécu. Donc je pense que la ville durable, la ville du futur, elle sera pas... Il n'y a pas un modèle. Elle existe déjà, en fait.
Et je pense que il faut concevoir des choses avec l'idée que ça va changer. Donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Pierre Berger, c'est la notion de modulaire. C'est éphémère, la ville durable. C'est un paradoxe apparent, mais les choses vont changer. On ne connaît pas exactement ce dont on aura besoin dans 30 ans, et je pense qu'il faut que ça puisse évoluer avec clairement la notion d'arriver à faire des choses plus compactes dans lesquelles on soit bien. Parce que c'est sûr qu'en termes de consommation de CO2, en termes de pollution, la ville qui était conçue, qui était vécue autrefois beaucoup plus comme une menace, parce que c'est en ville qu'on consomme l'essentiel de l'énergie, c'est en ville qu'on pollue. Mais en fait, la ville, ce sera au moins autant plus une solution qu'une menace dans le futur. Donc là, il y a toute une série de... Parce que c'est dans des éléments... Quand on sera compact, on pourra le plus optimiser, mais ça veut dire d'avoir des lieux de vie où on puisse en même temps travailler sans faire comme vous le disiez, des kilomètres de transport. Donc, et là, je pense que ça passera par une appropriation locale. Il n'y a pas une solution unique. Il y a beaucoup d'exemples de choses qui se font dans le monde, dans les grandes villes aujourd'hui, mais on va progressivement aller vers des ensembles, je crois, qui seront plus compacts. On va prendre la question de Tiffaine. Bonjour, Tiffaine de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Alors ma question s'adresse à Gilles Clément. Donc la ville durable, c'est à la fois la ville économe de ses espaces, celle qui se bat contre l'étalement urbain, celle qui sait accueillir les graines venant du ciel et conserver des niches écologiques. Donc ma question est la suivante. Dans la ville durable, est-ce que jardin et densité ne sont pas antinomiques ? En fait, ne pensez-vous pas que les espaces libres ou libérés pour du vert ou du bleu vont se faire de plus en plus rares du fait de l'indispensable densification urbaine ? Y a-t-il encore de la place pour la poésie dans la ville de demain ? Beaucoup de questions en une. C'est une jolie question. Je vais commencer par la fin. Je pense que la poésie vient de choses tout à fait imprévisibles et beaucoup des humains aussi, de leur mise en situation et de leur rencontre. La ville, elle est un lieu de rencontre. Et finalement, c'est bien difficile de savoir quel qui va être poétique ou pas. Et c'est très, très culturellement singulier aussi, cette manière de ressentir. Donc là-dessus, je ne me prononcerai peut-être pas. Pour ce qui est de la place de la nature, l'espace qu'elle prend, la surface au sol, et qui pourrait être en lutte avec le mètre carré bâti, nous avons ce problème actuellement. D'ailleurs, on le rencontre dans toutes les questions qu'on nous demande maintenant. C'est assez récent. On nous invite, c'est nouveau, à réfléchir à utiliser des espaces pour la production vivrière. Ça n'était pas quelque chose qui nous était demandé autrefois. C'est-à-dire que ça correspond à quelque chose de plus vital, même si on peut dire que la poésie, c'est vital, et que l'ornement a quelque chose de vital de toutes les façons. Mais aussi, bien sûr, la nourriture. Et ça ne concerne bizarrement beaucoup de civilisations dans le monde, mais même chez nous, la question se pose. Elle se pose dans des termes de production et de distribution locale. Et en ce moment, on est en train de faire, avec l'atelier MADEC, une étude sur les murs à pêche de Montreuil dans cet objectif. Donc, vous voyez, là, il y a 30 hectares, peut-être que 18, c'est considérable dans une ville. 18 seront peut-être justement dévoués à la question de la production, plus des agréments autour de cette production qui seront des espèces sauvages et en toute liberté. Et puis le reste en bâti, puisqu'il y a une nécessité de construire il y a 2500 logements nécessaires pour cette ville. Mais ce que je voudrais dire à ce sujet d'une manière plus générale, c'est que bien sûr, on a intérêt à densifier la ville, mais la nature, elle peut venir partout, absolument partout. Dans une ville dense, dans une ville à tissu lâche. Évidemment, si elle a des terrains très profonds, accessibles, à ce moment-là, il n'y a pas de bâti dessus. Certaines espèces viendront plus facilement que sur un toit, mais j'expérimente en ce moment des espèces en assez grand nombre, capables de vivre sur cette base de Saint-Nazaire, qui est une base militaire, un béton, c'est 3 hectares de béton. 3 hectares de béton, on peut peut-être faire quelque chose avec. Bon, la nature vient partout dès lors qu'on l'accepte. Et elle est chassée dans presque tous les cas avec beaucoup de violence de la ville, la nature.
La nature, c'est-à-dire le vivant non humain, parce qu'en fait la nature, moi je mets l'homme dedans, mais disons le vivant non humain, les plantes et les animaux, on n'en veut pas. Quand on voit un insecte, on le tue. Quand on voit une mauvaise herbe, on le tue, on la tue, etc. Mais on peut faire autrement. On peut tout à fait se procéder autrement et avoir une production de chlorophylle qui nous aiderait beaucoup, puisque nous avons besoin d'oxygène, elles consomment le carbone, les plantes. Eh bien, on pourrait s'en sortir tout à fait autrement. Ça, c'est une vision, un regard culturel sur cette question-là. Donc, est-ce que nous l'acceptons ou pas? C'est plutôt ça. On fait du miel sur les toits de l'opéra, il paraît. Oui, le miel béton, il s'appelle. C'est Olivier Darnay qui est à l'origine de ça, à partir de Saint-Denis. Et il est vrai que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la ville pourrait devenir un jour un lieu de protection de la vie et de la diversité. C'est inquiétant, parce que ça signifie qu'en périphérie, dans les espaces non construits, non occupés par la ville, on détruit la vie, vous voyez. Et c'est vrai que les pauvres abeilles sont complètement en très mauvais état, parce que le cruiser ou les autres produits, et tout ce que vous voudrez, détruit pas seulement ça, mais tout un écosystème. Et on voit arriver des martins pêcheurs dans la ville de Paris. Quand on voit ça, on peut s'inquiéter du fait qu'ils ont fui la campagne, mais on peut s'intéresser au fait que la ville les accueille. Et on en fait aussi sur la Cité de l'architecture et du patrimoine, paraît-il. Question de David. Oui, bonjour, David Mesbeuf de l'École d'ingénieurs de la ville de Paris. Ma question s'adresse à M. Kariki. Aujourd'hui, les réseaux modernes font la ville. L'éclairage notamment, on n'imagine plus les grandes villes sans leur éclairage, que ce soit en tant que paysage urbain nocturne ou régisseur de la vie nocturne. Face à la nécessité de renouveler leur parc et la nécessité également de réduire leur consommation énergétique, les collectivités se tournent vers les nouvelles technologies, et notamment les LED, comme vous avez pu le dire précédemment. Le problème entre guillemets de ces nouvelles technologies est le manque de recul qu'on pourrait éventuellement avoir dessus. Ma question est donc la suivante: comment une entreprise comme Philips intègre-t-elle le manque de recul dans les produits qu'elle va développer et comment évite-t-elle le risque de fuite en avant? Alors, je crois qu'il faut effectivement revenir un petit peu sur ce que sont ces LED. La LED, c'est un composant électronique. C'est pas différent fondamentalement des composants qu'on connaît depuis toujours ou presque, mais enfin en tout cas depuis très longtemps. Les caractéristiques de la LED, c'est quoi et pourquoi on va voir des LED partout dans les années qui viennent? C'est une très faible consommation. En gros, on produit autant de lumière en consommant 10 fois moins que sur une ampoule traditionnelle à incandescence. Mais c'est pas ça uniquement. On le fait dans une surface toute petite, donc avec des très petits volumes. Donc la capacité de mettre de l'éclairage à des endroits où on ne l'imaginait pas forcément avant, parce que c'est tout petit. Et on le fait avec une durée de vie très longue. Et le vrai facteur de rupture, c'est cette durée de vie. On a des LED maintenant qui durent jusqu'à 40 ou 50 000 heures, c'est-à-dire dans une utilisation normale, habituelle, tertiaire ou dans l'habitat. En gros, c'est 25 à 50 ans d'utilisation. C'est-à-dire ce qu'on dit entre nous en plaisantant dans Philips, c'est quelqu'un comme moi qui achète aujourd'hui une lampe à LED, il la lèguera à ses enfants. Donc c'est quand même quelque chose d'assez radicalement différent de ce que l'on avait l'habitude de concevoir en matière d'éclairage. Pardon ? Peut-être petits-enfants, mais là, je ne sais pas. Et donc, on a devant nous une vraie révolution. Pourquoi? C'est parce que ça bouleverse toute la manière dont on s'éclaire, à la fois en termes d'industrie, parce que bien évidemment, on a l'habitude de changer les ampoules tous les ans, et toute une industrie s'est créée autour de ces métiers, mais surtout de la manière dont on va s'éclairer, parce que maintenant, on va s'éclairer dans une approche qui est une approche durable, c'est-à-dire dans une approche qui est plus celle du second œuvre du bâtiment, dans laquelle vous allez changer à terme votre éclairage aussi souvent que vous changez aujourd'hui une porte ou une fenêtre. Donc c'est quelque chose de radicalement différent. C'est une vraie révolution. Et je crois que ce terme de révolution n'est pas trop fort. La LED, elle a un autre avantage par rapport à d'autres technologies, c'est qu'elle n'a pas de composants fondamentalement toxiques ou nocifs.
On a eu tout ce débat sur le mercure qui est dans les lampes fluocompactes. On n'a pas du tout ce problème-là dans les LED. Et de toute façon, leur durée de vie fait que le problème se posera avec une récurrence qui sera beaucoup, beaucoup plus faible. Donc pour répondre à votre question, on est... Je ne vais pas dire que c'est la solution idéale. Peut-être qu'un jour, on trouvera des problèmes liés au LED. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas, compte tenu à la fois de sa durée de vie et à la fois de sa faible consommation énergétique, on ne voit pas de gros défauts majeurs à cette technologie. On ne voit pas de défauts significatifs et on n'a pas du tout l'impression d'être dans une fuite en avant. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la microélectronique connue. On est sur une diode, c'est, sans faire de technique trop compliquée, c'est l'élément fondamental du transistor. C'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, qui se modélise très bien, dont on a une idée extrêmement précise des durées de vie, des modes de dégradation. Et donc, on est vraiment sur une technologie qui va être une vraie révolution par tous ses apports, sans avoir de côté négatif. Prenez votre micro. Alors, dans le cas d'une technologie qui serait plus complexe que celle d'une simple diode? Alors, je crois que votre question permet de rebondir sur quelque chose qui est plus que la source lumineuse. Les économies que l'on va faire, la nouvelle manière de s'éclairer, c'est pas uniquement changer des ampoules à incandescence par des ampoules fluocompactes ou par des LED, mais c'est aussi s'éclairer de façon intelligente. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les applications de la lumière, finalement, on est resté beaucoup sur le on-off. On met en route ou on éteint. Or, c'est pas ça la lumière de demain. La lumière de demain, c'est une lumière qui s'adapte à la quantité exacte de flux lumineux dont on a besoin en fonction des applications. Par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui dans les bureaux tertiaires, et on a ça, nous, ici à Paris, dans notre siège, on a des capteurs dans chaque pièce qui mettent exactement le niveau de lumière qui est nécessaire pour compenser la lumière du jour qui rentre par les fenêtres. Et donc, vous avez un éclairage qui est continu, qui n'est pas ou allumé ou éteint, mais qui continue et qui vous donne uniquement la quantité qui est nécessaire au niveau d'éclairement que vous avez. Quand on parle de la ville de demain, elle sera éclairée différemment selon les différentes périodes de la nuit. Vous avez en particulier l'hiver, entre 18h et 22h, vous avez besoin d'un niveau d'éclairement important parce que les gens rentrent, parce qu'il y a encore une activité dans les rues. Et puis sans doute que vous avez une tranche différente entre 22h et minuit ou 1h du matin. Et puis entre 1h et 3h du matin, vous avez encore un autre besoin. Et donc on s'éclairera de façon différente avec des niveaux d'intensité lumineuse différentes. De la même façon, dans les rues, on a aujourd'hui des rues et des routes qui sont équipées d'un système où le niveau d'intensité lumineuse varie en fonction du passage dans la rue. Si vous n'avez personne dans la rue, l'éclairage est minimum. Dès que vous avez des piétons qui passent dans la rue, vous avez un niveau d'éclairage maximum. Même chose pour des circulations sur des ponts ou des circulations d'éclairage de route, de la même façon. Donc je crois qu'il y a à la fois l'aspect de la source lumineuse et puis l'aspect de l'intelligence qu'on va savoir mettre autour du système d'éclairage. Et au-delà de l'éclairage, est-ce que vous pensez, chacun d'entre vous, qu'on a déjà aujourd'hui toutes les recettes, toutes les techniques pour une ville durable? On n'a pas toutes les techniques, parce que sinon les pauvres industriels n'auraient plus rien à faire dans les années à venir. Ouais. Moi, je voudrais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Karecki. On est dans une révolution complète dans le domaine de l'éclairage. Et alors, son domaine, c'est pas le mien, mais je voudrais conforter ce qu'il a dit, c'est que du coup, l'éclairage va être conçu non pas comme des choses qu'on rajoute, mais comme quelque chose de complètement intégré au bâti. Et c'est pas fini, parce qu'on travaille aujourd'hui, c'est les LED, mais on travaille déjà dans beaucoup de laboratoires de recherche et développement, et Saint-Gobain s'y intéresse. On travaille d'ailleurs avec des sociétés comme Philips sur des générations d'après, ce qu'on appelle les OLED, où c'est plus des points lumineux comme la LED, mais c'est l'ensemble des surfaces qui vont devenir lumineuses. Donc on va encore avoir beaucoup de révolutions dans les 30 ans qui viennent dans l'éclairage, à la fois dans les bâtiments et dans la ville. Question de Fatou. Ah pardon, vous vouliez, Pierre Berger? Oui, moi j'ai l'impression que la technologie va sans cesse évoluer, mais qu'elle me paraît aujourd'hui, en tout cas comme intégrateur, suffisante pour faire beaucoup de choses demain matin. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, mais j'imagine que c'est dans vos têtes, c'est que faire ça coûte un peu plus cher. Et aujourd'hui, moi je connais un certain nombre de propriétaires d'immeubles qui disent « mon immeuble fuit, il n'est pas... BBC, par exemple, BBC, c'est la norme qui vous impose de consommer moins de 50 kWh par mètre carré et par an.
Mais les travaux de rénovation coûtent cher. Moi, je touche un loyer qui est fixe. Le locataire ne veut pas que son loyer augmente. Le propriétaire ne veut pas payer pour les travaux. Et même si la technologie est disponible, les travaux ne se font pas. Et donc, il faut, en plus de ça, bon, non seulement un cadre juridique, mais ce cadre commence à être établi, mais aussi trouver une forme de partenariat entre les uns et les autres pour que l'on puisse investir aujourd'hui et trouver des économies sur la durée pour demain. Ça, c'est un mode de partenariat contractuel qui n'est pas facile. C'est pas facile de le mettre au point. On commence à le faire. Ça s'appelle les contrats de performance énergétique, qui consistent à dire si mes travaux ou mon immeuble coûtent 10 ou 15% plus cher à construire selon les normes actuelles, je vais générer des économies d'énergie sur 5, 10 ou 15 ans et je m'engage à vous garantir la réduction de la consommation d'énergie parce que sur la durée, ils paieront les travaux. Et on rejoint un point qui est encore un peu compliqué à mettre en œuvre, c'est ce que vous disiez, c'est le comportement. C'est-à-dire que non seulement il faut que la technologie soit là, il faut que le contrat permette de rebasculer les économies qu'on fera dans le temps aujourd'hui, mais il faut que les personnes qui vont utiliser l'immeuble aient le bon comportement. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture qui n'est pas faite pour faire du 4x4 et que vous amusez à faire des routes... à rouler en montagne, elle va être rapidement dégradée. Un immeuble aujourd'hui, maintenant, il faut un mode d'emploi, il faut un bon comportement. Donc c'est tout ça à la fois qui n'est pas évident de concilier. Donc au-delà de la technologie, on a des problèmes contractuels à résoudre, des problèmes de comportement à résoudre. Et donc des changements de comportement, changement de mode de vie, changement de mentalité ? Changement de mentalité, il faut un contrat où on s'engage sur 15 ans à réduire les consommations d'énergie. Ça veut dire qu'il faut que dans 15 ans, les entreprises soient toujours là. Il faut raisonner sur la durée et il faut effectivement aussi faire de la pédagogie dans les écoles pour que les adolescents d'aujourd'hui, dans 15 ans, aient les bons comportements pour que ces économies d'énergie, elles soient effectivement là, quoi. Fatou, une question. Merci. Alors, je suis Fatou, étudiante au CELSA Sorbonne. Ma question s'adresse à François de Mazières. Alors, dans une ville en expansion géographique se pose la problématique du transport. Quelle politique de transport mettre en place dans une ville durable? Je pense au vélo, la marche à pied. Et du coup, cela n'amène-t-il pas à repenser le schéma des villes? Merci. Oui, la réponse aux questions des transports est une réponse à plusieurs facettes. Et il faut toujours voir la contrainte financière. C'est-à-dire que pour les circulations douces, au fond, la réponse est relativement aisée. Et si une municipalité est très déterminée, elle va pouvoir faire un réseau de circulation douce assez facilement, parce que les investissements ne sont pas considérables. Par contre, si vous parlez de transport collectif, là, les investissements dépassent les capacités d'une seule ville. Et on se heurte souvent au problème aujourd'hui du fait que ce sont des cofinancements très difficiles à établir. C'est peut-être d'ailleurs le revers de la décentralisation. Je suis personnellement adepte de la question de la décentralisation. Depuis des années, finalement, j'ai un peu milité dans différentes fonctions pour ça, mais je dois dire qu'en matière de transport collectif, c'est aujourd'hui très difficile d'arriver à obtenir un financement de transport collectif qui va permettre de répondre à une logique de développement durable. Et on le vit cruellement en région parisienne aujourd'hui. Donc, la question des transports durables est vraiment une question, je pense, prioritaire, absolument prioritaire, parce qu'on vient d'évoquer beaucoup de solutions, la technique joue un rôle majeur, mais il est évident que dans le développement d'une ville, pour qu'elle soit réellement durable, il faut sans doute commencer par raisonner sur la question des transports entre lieu de travail et le lieu de résidence. Et donc là, c'est une question qui est immédiatement une question de transport. Et la ville durable, elle est forcément sans voiture? Non, je crois, si vous voulez, dans ces questions, il faut éviter d'être trop théorique. Vous ne pouvez pas avoir des villes aujourd'hui sans voiture.
Ça sera des évolutions progressives. Il faut que vous ayez l'ensemble des moyens de transport disponibles et qu'il n'y ait pas une omniprésence de la voiture. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et aujourd'hui, beaucoup de systèmes, notamment dans les grandes agglomérations, sont déséquilibrés parce qu'il y a des zones, des grandes agglomérations qui sont très mal desservies en transport en commun. C'est le problème aujourd'hui du Grand Paris, très clairement. Une question d'Elisabeth. Bonjour, Elisabeth Boinust, étudiante à l'Institut supérieur de l'environnement. Donc, ma question s'adresse à Gilles Clément. Donc, la ville durable doit-elle être autosuffisante? Quelle place pour les potagers et l'agriculture? Et en termes de captage de CO2, mais aussi de bien-être, il semble indispensable d'incorporer des végétaux dans la ville. Doit-on leur réserver des places toujours plus conséquentes ou bien doit-on les incorporer directement dans les bâtiments, comme le quai Branly, par exemple? Pardon, j'ai un peu répondu tout à l'heure, anticipé sur cette question. Donc je vais répondre très vite et revenir juste un tout petit peu sur les transports peut-être. Pour ce qui est de cette question-là, nous sommes, comme je le disais, invités à réfléchir à ça de plus en plus. On appelle ça maintenant l'agriculture urbaine ou périurbaine. Ça peut être de l'horticulture plutôt que l'agriculture. Et ça prend une place qui n'était pas attendue, tout simplement parce que ça correspond aux demandes dont je parlais, qui fonctionnent avec des systèmes de production et de distribution locaux, comme les AMAP. Peut-être vous connaissez cette histoire-là. Pour ce qui est du... j'ai répondu en fait tout à l'heure aux questions. Mais les potagers, les potagers, oui. Mettre un potager sur un toit ou un potager... Oui, mais bien sûr, tout ça, on peut tout mettre sur un toit si le toit est prévu pour. C'est cosmétique ou chaque geste compte pour une ville durable? Non, dire qu'il y ait quelque chose de cosmétique en écologie n'a pas de sens. Vous voyez, tout s'ajoute et tout a une répercussion. La moindre petite chose que vous faites ici, vous savez bien, c'est l'effet papillon, a quelque chose à voir avec ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc ça n'a pas d'échelle. Ça peut être petit, ça peut être important, ça peut être d'une faible énergie ou très explosif et très dispendieux en énergie, c'est pareil. Donc il n'y a pas de... ce terme-là ne conviendrait pas. À propos de transport qui a été évoqué, je voudrais dire que pour nous, on le voit parce qu'on est sollicité aussi sur ces questions-là, dans la dimension un peu urbanistique du métier de paysagiste. Ce sont dans les villes anciennes et très structurées que ces questions sont difficiles à rétablir, à remettre en fonction, suivant des critères qui seraient écologiques précisément. Mais dans une ville qui se développe à partir de rien, ou presque, tout est possible. Et je renvoie pour les étudiants qui s'intéressent à ces questions-là au développement de la ville de Curitiba au Brésil, qui, en 30 ans, passant de 300 000 habitants à 2,3 millions, s'est organisé avec des transports en site propre immédiatement, des transports très lents et assez difficiles pour les voitures, avec un certain nombre de facilitations pour les piétons. Et ça c'est exemplaire, mais c'est un ensemble. C'est une ville qui s'est développée aussi avec des principes de tri des déchets, il y a 30 ans de ça, maintenant 40 d'ailleurs, 40 ans, et de troc vert, c'est-à-dire un échange de certains déchets contre quelque chose qui peut être de la nourriture d'ailleurs. Ça se passe dans les favelles avec des échanges qui ont lieu tous les 15 jours. Donc c'est exemplaire, c'est pas très connu. Je trouve ça dommage que ça ne le soit pas. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Sauf que oui, la difficulté pour nous, c'est quand on nous demande de réfléchir à quelque chose dans un quartier qui est très structuré déjà avec des automobiles, ou c'est le cas du 9e arrondissement à Paris, par exemple. Comment on fait pour le verdir ou pour le rendre agréable pour des piétons? La ville de Paris... depuis le premier mandat de la Noé, a fait des très gros efforts de ce point de vue. Moi, j'habite le 11e, par exemple, et on peut marcher à pied dans des rues où on ne pouvait pas. On pouvait pas faire passer un enfant dans une poussette sur un trottoir. Aujourd'hui, on peut. C'est extraordinairement intéressant. C'est un gros progrès. Vous voyez.
Non, mais c'est une ville qui a un tissu particulier, qu'il est très difficile d'y faire des travaux. C'est un enfer quand ça commence, et vous le savez. Une ville qui part de zéro, c'est beaucoup plus simple, évidemment. Hein. C'est plus intéressant de tout mettre et de tout développer comme ça d'un coup. Une question de Sabrina. Donc, bonjour à tous, je suis Sabrina Mamdi, élève à l'école des ingénieurs de la ville de Paris, qui est une école spécialisée dans le domaine du génie urbain. Ma question s'adresse à Monsieur Pierre Berger. Comme vous l'avez dit précédemment, Eiffage a mis au point un référentiel, le référentiel phosphore, qui est présenté dans toutes les écoles comme un modèle du genre. C'est un outil remarquable et tout le monde peut l'attester. Il permet d'apporter des réponses de réelle qualité et concernant l'aménagement des territoires. Mais cependant, une des forces des villes, c'est leur identité, c'est leur histoire. Et je me demande comment est-il possible de penser avec un même outil la banlieue de Bizerte, la ville de Rio et celle de Shanghai, et comment on pourrait y associer les habitants. Le principe de ce référentiel, c'est justement de répondre à vos préoccupations. C'est justement de ne pas dire il y a la technologie et rien que la technologie et on va faire partout la même chose. Le principe de ce référentiel, c'est de dire, bon, la technologie, c'est très important, hein, je suis le premier à le dire, mais c'est de dire, prenons en compte le mode de vie des habitants de la ville en question et prenons en compte l'environnement des villes en question. Exemple, je parlais tout à l'heure des bouquets énergétiques. Lorsqu'on va faire un écoquartier, sans doute, dans les années qui viennent, à Strasbourg. Strasbourg est situé, donc, comme vous le savez, à l'est de la France, qui est une zone très forestière. Une grosse partie de l'énergie qui sera produite pour ce quartier viendra de l'exploitation du bois. À l'inverse, Marseille, qui est au bord de la mer, dans une zone assez vantée, bénéficiera de l'énergie éolienne. Donc, l'idée de cette démarche Eiffage, mais qui est une démarche générale, qui n'a rien d'extraordinaire, c'est de prendre en compte les spécificités des territoires et des personnes qui y habitent. Donc, au contraire, moi, il me semble qu'on a construit, après-guerre, pendant les périodes de grande croissance, les villes de temps en temps un peu précipitamment, et qu'on voit des tours, par exemple, qui sont un peu les mêmes, quelles que soient les villes de la planète. Dans notre idée, il faut revenir justement au mode de vie qui est adapté aux habitants alentours. Et c'est toute l'idée de ce référentiel. Qui est déjà applicable ? Juste pour revenir encore une fois à ce que j'ai dit, aujourd'hui on voit bien que les villes souhaitent intégrer vraiment les habitants dans la conception, dans les plans d'aménagement, etc. Comment, avec votre référentiel, vous arriverez à prendre en compte le souhait des habitants, leur souhait pour l'aménagement de leur ville, de leur quartier, etc. Peut-être à Monsieur le maire de répondre. Avec votre référentiel d'abord, et puis ensuite on va poser la question à Monsieur le maire. Sur le référentiel, juste un mot. Est-ce qu'il prend en compte C'est-à-dire que Eiffage est un groupe de BTP, donc on n'est pas directement en contact avec les habitants. Entre Eiffage et les habitants, il y a les communes et il y a les mairies. Donc cette interface, il me semble, on peut sans doute l'assurer nous-mêmes, mais elle ne nous revient pas. C'est un problème plus politique, et c'est pour ça il me semble que Monsieur le maire est plus pertinent que moi pour y répondre. Alors, Monsieur le maire, est-ce que vous tenez compte de l'avis des idées des habitants ? Non, mais d'abord, je trouve que la question est très pertinente. Pardonnez-moi, mais je crois qu'elle est absolument fondamentale. Parce que le gros progrès aujourd'hui, c'est justement qu'on a réintégré ce qui était une évidence pendant des siècles, c'est-à-dire qu'on construisait différemment au nord de la France, au sud de la France. Et qu'effectivement, on a eu cette période des grandes 30 glorieuses, où, grâce au progrès de la science, déjà, on se gargarisait de la science à l'époque, on disait on va construire la même chose, et vous savez qu'effectivement, on a eu des modèles d'immeubles que l'on transposait partout. Aujourd'hui, on en revient totalement. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la combinaison du
low-tech et du high-tech. C'est-à-dire qu'on a des capacités, effectivement, avec la science assez exceptionnelles, mais en même temps, il y a un retour en force de ce qui a été la tradition dans la construction. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je m'excuse auprès de mon voisin, je ne connaissais pas l'existence de ce système d'analyse, et certainement très pertinent s'il arrive à combiner ces deux éléments. Quant à la participation des citoyens, aujourd'hui, elle est très importante, mais il ne faut pas tout demander non plus à cette participation. Parce que, quelque part aussi, le maître d'ouvrage, en l'occurrence les mairies, si vous voulez, on différencie toujours le maître d'ouvrage, donc qui est celui qui commande, du maître d'œuvre, qui est l'architecte. Le maître d'ouvrage, il doit être aussi très volontaire. Parce que si vous écoutez les demandes de tout le monde, vous arrivez très rarement à l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, il doit être assez exigeant. Parce que les gens, ils veulent jamais que ça soit un inconvénient pour eux et ils veulent toujours que ça soit, bien sûr, un maximum d'avantages pour leur propre habitation et ça ne se combine pas toujours ensemble. Donc je crois qu'il est très important d'écouter. Il y a aujourd'hui des structures, les conseils de quartier, tout ça existe, c'est développé, mais ils ne font pas non plus être toujours obsédés par la réponse à toutes les demandes, parce qu'à ce moment-là, on n'avance pas et on ne fera certainement pas une ville durable. Dernière question de Fatou, avant de passer la parole au public, à la salle. Ma question va concerner un peu la question récurrente un peu des bidonvilles. C'est vrai qu'on parle de villes modernes. Et maintenant, moderne et actuelle. Alors, paradoxalement, nous constatons un développement des bidonvilles dans certains pays en développement. Je pense notamment à l'Amérique latine, la Chine, notamment l'Afrique. Ça, c'est vraiment une question qui s'adresse un peu à tout le monde par rapport aux expériences différentes que vous avez. Ne pensez-vous pas que l'Afrique risque, l'Amérique latine et les autres pays en développement risquent d'être en marge de ce nouveau concept de ville durable? Vous voulez répondre? Moi, je vais répondre sur un point précis, mais sur lequel je pense que il y a les villes dont vous parlez, les zones dont vous parlez ont un avantage par rapport à nous. J'ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, 40% de l'énergie qu'on dépense en France et en Europe, c'est pour les bâtiments, et dont 30% au total, 70% des 40, c'est pour se chauffer. Et en fait, beaucoup de pays, de zones de la planète qui sont en développement rapide, c'est des zones dans lesquelles on n'a pas besoin de se chauffer. Donc ça, c'est un avantage énorme. Alors par contre, on peut vouloir, et ça, je vais dire que c'est plus un problème de riches qu'un problème de pauvres, se protéger contre le chaud avec l'air conditionné. Mais aujourd'hui, ça concerne une partie faible de la population. Donc le problème de la consommation d'énergie dans la ville du Sud, des grands pays, des grandes villes du Sud, il y a beaucoup moins le sujet de l'habitat. Par contre, alors il y a, et c'est massif, moi je voyage beaucoup, le problème des transports, dont vous avez parlé tout à l'heure. Je ne connais pas Curitiba, et il y a aussi quelques grandes villes qui ont aussi mené je crois, en Colombie, il y a eu pas mal d'efforts aussi, mais globalement, le problème des transports, il est dramatique dans la grande majorité de ces grandes villes. Donc je pense que c'est le problème des transports et de la consommation et du manque de transport collectif qui est le problème le plus criant. Alors, il y a des questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut être... Ah, vous avez des micros. On va en prendre... comme il y a beaucoup de questions, on va en prendre 3 ou 4. Je vais faire très court. Allez-y. Je suis secrétaire général adjoint de la MIC. Alors, je pense que M. de Mazières doit me connaître. Il fonctionne? Oui, il fonctionne. Ça y est. Juste un mot. Je suis désolé de m'énerver là, mais on doit parler de ville durable. Et la ville durable, c'est avant tout la ville désirable. La ville désirable ne concerne que la moitié des habitants en France. Là, il faut savoir que 50% des Français habitent dans un habitat diffus d'un seul étage, dans la ville émergente, et bien évidemment, dans un contexte de décentralisation, sont des gens qui sont là pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné le choix. Ils n'ont pas eu droit de cité. Ils ont eu droit de commune, mais ils n'ont pas eu droit de cité. Si demain on veut parler de ville durable, compacte, dense, intense, mais surtout compacte, avec la part de paysage, à la MIC, nous, on dit qu'il y a un enjeu à faire participer, non pas ceux qui sont déjà dans la place, mais ceux qui essaient d'entrer. Et je trouve remarquable que vous ayez tourné autour du pot
en passant par la logique de la réponse. Vous êtes ingénieur, je vous connais bien, parce que je travaille avec vous. Il se trouve que je vous connais tous. Et je me tourne vers le seul, on va dire, le premier qui aujourd'hui est légitime à cet endroit, c'est le maire. Mais le maire, non pas comme individu capable de prendre en compte les besoins de ses concitoyens, mais de ceux qui veulent entrer potentiellement dans la ville et dont on sait qu'ils n'ont malheureusement pas la possibilité d'accéder, parce que, vous le savez très bien, la ville émergente et la ville périphérique est la réponse du grand capital à la possibilité de tous de vivre en ville. Alors, question pour le maire, mais c'est vrai que la ville durable, il y a aussi la notion de droit au logement, d'accès de tous et de partage, d'égalité pour tout le monde. C'est pas qu'une question d'environnement ou de technique. Non, enfin, on voit aujourd'hui des mouvements assez contradictoires dans les désirs de la population. Il y a aussi, il faut bien le reconnaître, de plus en plus des gens qui ont envie de vivre dans un milieu qui est un milieu, on va dire, de campagne, et qui sont prêts à faire beaucoup de kilomètres, et qui souhaitent le faire. Moi, je le vois dans des gens qui travaillent. Et bon. Alors, effectivement, c'est la question des transports collectifs, pour que les transports collectifs ne soient pas trop élevés et qu'ils soient rapides. Il y a une contrainte, effectivement, de logement aujourd'hui en France, qui est réelle, qui pose d'ailleurs la question aussi des métropoles d'équilibre. Parce que si on regarde le désir aujourd'hui des habitants, ils désirent souvent non pas vivre dans la grande métropole parisienne, où il y a des inconvénients de la grande ville, mais de plus en plus de vivre dans des métropoles d'équilibre, des villes de province, où l'équilibre du quotidien est sans doute plus facile, et même tout simplement le pouvoir d'achat que l'on a avec le même niveau de revenu est supérieur dans des villes de province. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, on réduit un petit peu le débat. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte cette évolution qui est extrêmement positive aujourd'hui dans notre pays. C'est qu'on a vu depuis 20 ans, et alors là, c'est un effet très positif de la décentralisation, on a vu des villes qui sont montées en puissance, qui offrent tous les avantages d'une grande ville et qui sont très agréables à vivre. Et si on regarde les flux migratoires aujourd'hui, ils sont beaucoup plus orientés vers ces villes. Donc, à la fois, effectivement, il y a la question particulière de l'agglomération parisienne, où il faut répondre par une politique de logement qui soit une politique de logement ambitieuse, mais ce n'est pas la seule réponse. Et je pense qu'on oublie qu'aujourd'hui, il y a une autre façon de vivre qui se développe et qui correspond beaucoup à l'attrait de la population, qui a envie de vivre dans des villes un peu moins importantes, qu'ils trouvent beaucoup plus proches justement de cette préoccupation de la nature. Ils savent qu'ils vont rapidement aller se promener. Et ça, c'est un élément que l'on ne prend pas assez en compte dans les analyses actuelles. Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Non, certains préfèrent... Non, mais l'emploi... Non, mais attendez, je suis d'accord. Pardon, mais il y a beaucoup de demandes de parole. Simplement, l'emploi est en ville. C'est tout. Justement, l'économie est en ville. Non, regardez justement l'évolution. Les villes dont je vous parle, les métropoles, on va dire de province, ont développé des emplois beaucoup plus importants aujourd'hui que la grande métropole parisienne pour certaines d'entre elles. Alors on va prendre d'autres interventions. Pas toutes, bien sûr. Il y a beaucoup de demandes de parole. On va les prendre groupées. Monsieur de Chalandard, vous avez mentionné les apports solaires par les vitrages. C'est très intéressant. Parce que c'est ce qu'on appelle le solaire passif, qui est très efficace, beaucoup plus efficace que le solaire actif, le photovoltaïque, parce que le photovoltaïque, il y a déjà des investissements coûteux, et le rendement est de l'ordre de 15%, alors qu'avec le solaire passif, vous avez du 100% pratiquement. Alors la question, c'est comment faire pour développer le solaire passif à l'échelle urbaine dans une ville compacte. Ça, c'est déjà une question. Autre question, Monsieur Berger, vous avez mentionné la diversité sur les quartiers pour limiter les déplacements, bien sûr. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas étudier aussi des structures hybrides au lieu de séparer les fonctions, au lieu d'avoir, par exemple, des tours de bureaux, des ensembles résidentiels et des choses comme ça, avoir des structures hybrides qui combineraient les fonctions
Troisième, Monsieur de Chalandard, troisième question. Vous avez parlé du désir légitime des gens d'habiter, d'avoir un jardin, une porte sur l'extérieur. C'est tout à fait compréhensible. Comment faire pour attirer les gens à vivre en ville compacte en leur offrant des jardins à tous les étages, par exemple de l'habitat en gradin, qui offrirait des jardins, donc des formes de végétalisation de tous les étages pour avoir une ville une présence de la nature importante. Alors toutes ces questions, je termine. Ma question, c'est que toutes ces questions, je suis architecte urbaniste et fondateur de Sustainable City Project. C'est un site, vous pouvez regarder. Et alors, en fait, on a essayé d'aborder ces questions, de trouver comment travailler avec les angles du soleil et au lieu de travailler bâtiment... Quelle est votre question, monsieur? La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas maintenant envisager des études spécifiques sur des formes urbaines possibles au lieu de considérer le bâtiment HQE par bâtiment HQE, ce qui ne garantit ni la diversité fonctionnelle, ni l'accès au soleil, ni la nature. Voilà. Merci. Attendez, avant de répondre, on va prendre 2 ou 3 autres questions. On va répondre de façon groupée. Madame. Bonjour, je m'appelle Françoise Novak, je suis journaliste indépendante et je m'intéresse à l'humanité durable plus qu'au développement durable. Ma question est la suivante. Si j'ai bien compris, le débat porte sur comment bâtir une ville durable. Je constate que sur les 5 invités à la tribune, il y a 5 hommes. Ma question c'est, est-ce que la ville durable de demain, c'est une ville sans femmes ? Ou bien est-ce que c'est une ville dans laquelle seuls les hommes prennent les décisions et la conception de la ville ? Merci. Oui, personne ne m'a vu. Alors, au fond là-bas. Attendez, on ne vous entend pas. Allumez votre micro. Remarquez que nous sommes animés par une femme tout de même. Oui, j'allais dire. Question là-bas. On est animé, on est dirigé. Il n'y en a pas. Oui. Comment vous faites pour améliorer l'isolation thermique des parois en augmentant la surface de fenêtre, alors que même en prenant en compte les apports solaires, on a des performances qui sont 3 fois moindres des fenêtres par rapport à des parois, même isolées avec vos isolants isovert. Vous pourriez vendre les isolants plutôt que de vendre vos fenêtres. Non, c'est vrai, on est C'est vrai, si. On répond à cette première série, ensuite on revient vers vous. Pierre-André de Chalandard. Moi, je voulais dire un mot sur le solaire passif, le photovoltaïque, mais visiblement, vous connaissez beaucoup mieux les choses que le début de la question ne le laissait paraître, monsieur. Le sujet du solaire passif, il est quand même pas non plus extrêmement simple, puisque à des moments de la journée, on veut plus de soleil, il y a des moments de la journée ou de l'année où on en voudra moins. L'été, on veut se protéger en ayant moins de soleil, et l'hiver, on veut faire rentrer la lumière. Donc c'est un sujet qui est très important, mais qui n'est pas toujours simple. Il est sûr que l'orientation de l'habitation, c'est un problème, et toutes les maisons passives qu'on fait en ce moment, dans un certain nombre de pays, elles prennent de plus en plus en compte l'orientation par rapport à est-ce qu'on va mettre mettre au sud, plus au nord, ça dépend où on est, dans quelle est la latitude, quel est l'ensoleillement, donc il n'y a pas une seule réponse. Et le photovoltaïque, dans cet habitat, il peut avoir un rôle tout à fait positif. Moi, je crois beaucoup, si vous voulez, dans 30 ans, 40 ans, le photovoltaïque intégré au bâti, ce sera un élément fondamental de l'habitat. Donc le photovoltaïque, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça sera une source d'énergie locale extrêmement importante et qui n'est pas du tout en contradiction avec le fait d'avoir plus de fenêtres. Je ne suis pas du tout d'accord avec la question qui a été dit. Non, les fenêtres aujourd'hui, les derniers vitrages, alors je ne veux pas faire de la publicité pour Saint-Gobain parce qu'il y a des concurrents qui font presque aussi bien, mais les derniers vitrages qu'on fait, ils isolent aussi bien que les parois. Ben écoutez, bon, non c'est vrai, voilà. Bon. Alors, la ville sans femmes, quelqu'un veut répondre? Oui. Vous pouvez regarder, je vous suis à votre disposition. Il y a des gens qui vous montrera les performances de nos nouveaux vitrages. Vous continuerez le débat peut-être après. Une ville sans femmes. Une ville durable est une ville sans femmes?
Non, mais je pense que c'était une boutade. Mais... non, c'était pas... Non, mais Non, mais c'est une coïncidence, je pense que malheureuse. Nous sommes 5 hommes, une femme. Pardon, excusez-moi, je réinterviens. C'est pas de notre faute si nos invités, c'est quand même à l'organisation qu'il faut dire ça. Sur les 65 invités de Cité de la Terre, il y a 7 femmes. 7 femmes sur 65. C'est pas de votre faute, je suis d'accord. Hein. C'est vrai que ça méritait d'être souligné, mais peut-être que... Non, mais je réponds rapidement, même si ma réponse ne va pas vous convenir. Chez Eiffage, nous recrutons des jeunes et nous recrutons des jeunes femmes dans les mêmes proportions on les trouve dans les écoles d'ingénieurs. Bon, je parle pour les ingénieurs en l'occurrence. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes ingénieurs et d'ailleurs, je vois qu'au premier rang, vous êtes combien de jeunes femmes? 4 sur 7. 4 et 2 hommes. 4 sur 7. Bon. Alors, il faut patienter un peu. Ces demoiselles ont 20 ans, moi j'en ai 40. On recrute proportionnellement à ce qui se passe dans l'école d'ingénieurs. Donc, dans 20 ans, il y aura une proportion qui sera de 4 sur 7. Il se trouve qu'il y a 20 ans, il y avait moins de femmes ingénieurs. Bon. Ensuite, chez Eiffage, la directrice du développement durable qui a mis au point un phosphore, c'est une femme. Bravo. Bon, je pourrais lui dire de venir la prochaine fois. Bon, alors on va prendre les questions suivantes. Allez-y. Écoutez, je suis consterné de voir qu'un débat sur la ville durable, le titre c'était ça. Nous ne savons toujours pas ce que c'est que la ville durable. D'ailleurs, les intervenants n'en ont pas l'idée de ce que c'est. On nous a parlé d'isolation, de degrés d'isolation, de formes d'énergie plutôt que d'autres. C'est minuscule, alors que nous avons des grandes villes, en particulier chez nous, mais encore plus dans les pays en voie de développement, dans lesquels les banlieues s'empilent les uns après les autres, quand ce ne sont pas des zones, avec des millions d'habitants qui sont allés à Lagos. Bon, et alors, ces grandes villes, comment on va les gérer? Mais c'est un problème urgent. Bon, et ça, c'est un problème qui est social. C'est pas un problème de technologie solaire, enfin. C'est incroyable de voir à l'UNESCO le niveau de ces débats. Donc, c'était pas une question. Derrière. Monsieur, vous êtes d'accord, j'imagine. Vous voulez dire la même chose. Donc... Oui. Non. On ne va pas vous entendre, monsieur. Alors, on va prendre les questions derrière. Il y en a d'autres? Oui. Allez-y, prenez la parole. Donc, en tant que responsable associatif de la CLCV, c'est-à-dire d'une association qui s'occupe à la fois de consommation, de logement et de cadre de vie, je voulais poser une question justement sur la dimension sociale de la ville durable, étant donné que les aménagements verts qui sont faits à Paris ou dans d'autres endroits sont souvent considérés comme des aménagements pour bobos. D'autre part, il y avait le maire de Fribourg qui est intervenu dans un autre débat, donc en Allemagne, et pour connaître un peu la situation de Fribourg, on a dit aussi que ce grand quartier, qui est le quartier Vauban, donc je m'adresse un peu aussi un petit peu à Gilles Clément, est considéré comme un quartier certes sympathique, mais qui ne concerne principalement que des bobos. Donc, la loi Moll, par exemple, qui vient d'être en 2009 votée et qui demande aux bailleurs publics donc de faire intervenir les locataires pour les aménagements en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne les économies d'énergie et les embellissements, intègre l'idée que les locataires devraient payer la moitié de ces aménagements. Et on se rend compte que les bailleurs publics, Paris Habitat par exemple, en profitent pour ne plus faire... Pardon. On vous entend mal, pardon. On a compris. Alors, sur la dimension sociale... Oui, pour ne plus faire les travaux... Le son est vraiment très mauvais, pardon. Éloignez-vous du micro. Pour ne plus faire les travaux de manière spontanée, mais en fait d'impliquer les locataires qui ont déjà des difficultés économiques, en les culpabilisant, en disant si vous voulez vraiment avoir le plan climat qui s'applique, il faut y mettre de votre poche. Et enfin, pour terminer, une question à Gilles Clément, justement, par rapport à cette question d'aménagement. Est-ce que vous pensez, par exemple, que deux projets qui sont dans l'air, le péage urbain
et en particulier les quartiers verts sur Paris, sont des projets qui sont véritablement sociaux. Alors, c'est la dimension sociale de la ville durable. Vous voulez commencer, Gilles Clément? Oui, c'est vraiment la question. C'est vraiment la question. Dans ce débat-là, aujourd'hui, je ne savais pas très bien où est-ce qu'on allait. Bon. Mais je crois que les technologies qui se développent sont utiles pour tout le monde. Et il n'y a aucune raison qu'elles soient réservées à des gens qui auraient les moyens de se les offrir et interdites aux autres. Mais la question n'est pas exactement celle-ci aujourd'hui. Elle est que le prix du mètre carré dans une ville comme Paris, entre 1985 et 2008, a été multiplié par 17, ce qui a contribué à chasser un certain nombre de gens qui n'ont plus accès à ça, et que le mécanisme général de la spéculation dans un système qui est totalement dérégulé par ce qu'on appelle non plus l'économie réelle, mais une économie strictement financière, depuis à peu près les années 80, met en péril tout ce qui pourrait être utile à la totalité de la population et réserve les bénéfices de toutes ces transactions à un nombre extrêmement petit de personnes. Et le green business fait partie de ces choses-là. C'est la raison pour laquelle il y a la tendance à dire « Oh, mais ça, c'est pour les riches, ça, c'est pour les bobos ». Mais ce n'est pas la question. C'est pour tout le monde. Sauf que dans les circonstances mécaniques actuelles du système économique dans lequel nous nous trouvons, c'est réservé seulement à ceux qui le peuvent, effectivement. Et c'est un grand danger. Pour réagir à ça, puisque personne ne veut changer de modèle économique, quelques villes ou quelques décideurs ont pris des mesures, c'est ce qu'on appelle les villes en transition, ont créé des monnaies locales qui induisent des circuits commerciaux locaux, mis en œuvre la totalité des techniques dont on parle aujourd'hui, mais à partir d'un vrai projet politique. Ce projet n'est pas écrit à l'échelle nationale, il est atomisé en petites structures aujourd'hui sur la planète, mais il existe. Ça, au moins, c'est un espoir. Et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu cette question, c'est-à-dire comment finalement on accède à cette ville, comment on habite, parce qu'on n'en a pas les moyens pour l'instant, mais comment pourrait-on l'avoir, on parlera que des problèmes technologiques qui ne sont pas inintéressants en soi. Mais c'est effectivement pas la question. Joël Carecchi. Oui, mais vous êtes très nombreux à lever le doigt. Vous voulez prendre la parole, Joël Carecchi, ou on passe directement à madame ? C'est sûr qu'il y a un vrai problème social. Moi, je voulais juste faire une incidence parce qu'on a la ville, finalement, la ville durable, c'est quoi? C'est un endroit où on va se loger, c'est un endroit où on va se nourrir. Mais il y a aussi tout l'aspect de la santé qui va évoluer fortement. Et je voulais, comme on parle de social, faire un petit commentaire là-dessus. Dans l'avenir, notre conception et notre rapport à la santé et à l'hôpital va changer aussi fortement sous l'impact des technologies que l'on a aujourd'hui. Et en particulier de la télésanté. Il faut savoir qu'on a un accroissement aujourd'hui des dépenses de santé qui est très fort, lié à la fois au vieillissement de la population et puis à la montée des maladies chroniques. Et on a une réponse face à ça qui est la télésanté. C'est-à-dire que quelque part, dans 10 ans ou dans 20 ans, notre rapport à l'hôpital va être complètement changé. On aura, avec la télésanté et avec les moyens de communication, finalement beaucoup plus d'hospitalisation à domicile, beaucoup plus de maintien à domicile, une qualité de vie pour le patient nettement meilleure et beaucoup moins d'utilisation d'hôpitaux centralisés et quelque part une forme de réponse à ce qu'on voit poindre aujourd'hui, ce qui s'appelle, dans un terme un peu abrupt, la désertification médicale, c'est-à-dire le fait que vous êtes dans une grande ville, vous avez la chance d'être entouré de tout un tas d'experts et d'être entouré de grands hôpitaux, et de plus en plus dans les petites villes, vous n'avez pas ce même tissu. Et donc, quelque part, il y a des développements de la télémédecine et de la télésanté qui vont permettre de pallier à ce genre de rupture sociale pour faire le lien avec le thème qui venait d'être abordé.
On va prendre une série de questions. Madame. Ouais, bonjour, c'est pour Pierre Berger. Vous parlez de logements modulables, adaptables. Comment avez-vous pensé aux appartements, logements modulables pour les personnes à mobilité réduite? Surtout que maintenant, les appartements sont plus petits et souvent, un fauteuil roulant, oui, peut rentrer quand il n'y a pas de meubles. Mais quand il y a des meubles dans une chambre, on ne peut même pas faire le tour. Attendez 2 minutes. Qui voulait aussi poser une question? Allez-y, madame. Ça marche? Oui. Voilà, c'est plutôt une question pour Monsieur Chalandard, je crois. On n'a pas du tout évoqué les matériaux de la ville durable. Et les matériaux de la ville durable, est-ce que ce seront les mêmes que ceux qu'on a connus au XXe siècle, ou est-ce qu'on pourrait envisager d'aller vers des matériaux peut-être plus biosourcés, recyclés, sains, enfin voilà. Et donc, en conséquence, est-ce que l'industrie, enfin, en l'occurrence Saint-Gobain, se concentre sur une réflexion de la démocratisation de ces matériaux-là qui, pour l'instant, ne sont pas très disponibles chez Point P, chez Réseau Pro, là où les artisans, qui composent la plupart des gens qui bâtissent quand même, ne les trouvent pas. Monsieur au fond. Oui, bonjour, je m'appelle Jérôme Veil, je suis responsable associatif et j'étais très intéressé par le titre de ce débat parce que pour moi, comme pour j'imagine beaucoup de gens dans la salle, la ville durable, c'est avant tout une ville qui est pensée par et pour ses habitants. Et cette question-là a été à plusieurs reprises mentionnée par des questions dans la salle parce que c'est flagrant, la table se réfugie derrière des questions techniques et les réponses apportées sur cette question de la place de l'humain et de la place des citoyens dans les projections que vous faites, vous, à la table, dans vos métiers respectifs de la ville durable, je pense qu'elles méritent d'être reposées et que ça serait bien qu'on ait chacun de vos points de vue sur la manière dont vous intégrez vraiment la question citoyenne au cœur de la planification des projets de la ville durable. Parce que les réponses qui ont été apportées par Bribe, merci Monsieur Clément, ne sont pas jusqu'à maintenant satisfaisantes et ce n'est pas forcément ici le lieu et le moment, à mon sens, pour avoir des débats sur des questions techniques sur les mérites de tel ou tel vitrage pour le solaire passif. Merci. Enfin, une question là-bas, monsieur. Monsieur, allez-y. Oui, moi je suis rassuré parce que je considère qu'on était malade maintenant à l'hôpital et grâce à la télésurveillance, on va être malade chez soi. Je trouve que c'est une bonne chose. La vraie question, en fait, c'est de savoir pourquoi on est malade, on ne peut pas faire du préventif, quoi. Moi, je suis responsable de médecine douce et responsable d'un concept que j'appelle la biosanté. Et donc, je pense qu'être malade chez soi, être suivi par la télésurveillance, ça ne présente aucun intérêt. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et encore une fois, ce n'est pas la technologie qui va répondre à la maladie. Et votre question? Ma question, c'est est-ce qu'on peut pas faire autre chose que la télésurveillance pour que les gens ne soient pas malades, quoi. Vous commencez? Sur les logements pour la mobilité réduite. Bon, c'est un peu compliqué tout ce que vous nous demandez. En tout cas, moi, personnellement, je suis un technicien, quoi. Bon, alors, j'essaye de faire mon métier de technicien et je crois que c'est déjà pas mal. Et nous avons essayé quand même de répondre aux questions des étudiants. La question de la ville durable, c'est tellement vaste, c'est tellement énorme que pour chacun d'entre vous, ça signifiera une chose différente. Donc, on a un peu de mal quand même à embrasser tout ça. Donc, moi, je vais rester sur mon thème. Donc, pour répondre à madame sur les personnes à mobilité réduite, moi, je trouve qu'on n'a jamais aussi bien construit qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la conception des immeubles et des infrastructures d'aujourd'hui, on intègre la problématique des personnes à mobilité réduite. Je parlais du stade de Lille tout à l'heure. On a prévu tout ce qui va bien pour qu'on puisse accueillir des personnes handicapées, ainsi que dans les nouveaux immeubles qu'on construit. Donc la réponse, c'est oui, et on le fait maintenant, on ne le faisait pas il y a 10 ans. Oui, les questions qui ont été posées sont très intéressantes, mais elles voient bien la diversité finalement de l'intérêt du public. Et c'est que la notion de ville durable n'est pas simple en soi. Moi, je dirais que quand vous évoquez effectivement le problème, c'est un problème majeur,
qui est celui des grandes villes dans le monde, qui connaissent des inégalités épouvantables. Bien sûr, c'est un sujet majeur qui peut se traiter au titre du développement durable et la question de la ville durable. Là, moi je répondais tout à l'heure plutôt pour nos villes qui sont nos villes françaises. Et je crois que là, très clairement, il y a à la fois une volonté politique, mais il faut faire attention aux grands principes et il faut voir comment concrètement on fait des choses. Et ça, moi, je m'adresse, je vous parle en tant qu'élu, ce sont souvent des tas de petites choses mises bout à bout qui arrivent à faire qu'il y a des progrès sur cette marche vers une ville plus équilibrée, plus juste, plus en rapport d'ailleurs avec aussi la nature. C'est des choses qui touchent aussi bien au logement social, à l'effort fait en logement social. C'est aussi l'effort fait, par exemple, dans notre ville, on n'emploie plus aujourd'hui de désherbants chimiques. Ça a l'air de rien, mais ça, c'est vraiment une question. Je peux vous dire que pour y arriver, c'est très difficile. Tout simplement parce que les désherbants chimiques, ça vous permet par exemple d'avoir des cimetières totalement propres. Et que quand j'ai fait ça dans ma ville, je peux vous dire que j'ai eu 1 an de protestation. Parce que les cimetières, évidemment, il y avait des herbes folles partout. Donc, ouais, je crois qu'il y a les grands principes. Ces grands principes, il faut les avoir tout le temps, je dirais, dans le cœur, une volonté de transformer les choses. Mais il faut surtout, quand on est un homme opérationnel, se dire comment on va le traduire marche après marche, comment on va le faire. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît parce que les grands principes sont souvent, je peux en faire et j'adore faire ça, mais c'est beaucoup plus facile que la traduction concrète quand vous êtes responsable dans une ville et que vous devez demander aussi des efforts, car ce sont des efforts. Et quand je vous dis tout à l'heure qu'il faut commencer par l'éducation, c'est une conviction très profonde. Au fond, si vous voulez avoir une ville durable, c'est aussi un engagement de chacun. C'est aussi une volonté, parce que ça demande des efforts de chacun. Et ça, je crois qu'on ne le perçoit pas suffisamment, parce qu'autrement, on fait une ville durable, c'est merveilleux, mais on ne la fera jamais. Alors que la réalité, elle se construit jour après jour, avec des actions quotidiennes, et croyez-moi, ça demande beaucoup de détermination. Pierre-André de Chalindar, vous aviez notamment une question sur les matériaux. Moi, sur la notion de ville durable aussi, on l'avait un peu dit en introduction, mais après ça a été oublié. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas un modèle et il n'y aura pas un modèle. La ville durable, elle doit partir des habitants qui existent déjà. Et l'appropriation est un élément fondamental. Donc, et la ville durable, ce n'est pas un concept utopique, c'est une transformation progressive de toute une série de villes qui existent déjà. Donc je crois que ça, c'est le point important. Alors, je ne suis pas un technicien. Moi, quand on me pose des questions techniques, j'essaye de répondre. Donc on m'en a encore posé sur les matériaux. Et je crois que c'est une bonne nouvelle par rapport à ce que je viens de dire. C'est qu'on sait aujourd'hui, en termes de matériaux, on sait faire des choses durables, des choses qui permettent de faire des économies d'énergie, des choses qui permettent de réduire l'empreinte carbone. On sait le faire techniquement avec des matériaux qui sont différents selon les zones géographiques, selon l'endroit où on est, selon ce que veulent les gens. On sait y arriver. Donc ça veut dire en gros que l'appropriation est possible. Pour dire les choses autrement, on sait faire une maison BBC à ossature bois, on sait faire une maison BBC avec du béton, on sait faire une maison BBC avec de l'acier. Alors vous pourrez aller me dire qu'il y en a certaines qui ont une empreinte carbone qui sont meilleures les unes que les autres. Mais quand on regarde le cycle de vie complet, c'est souvent plus compliqué que ça. Et sur les matériaux biosourcés, contrairement à ce qui m'a été dit, on en vend tout à fait chez Point P. D'ailleurs, on n'en vend pas tellement parce qu'ils ne sont pas toujours aussi formidables que ce qu'ils ont l'air. Quand on regarde le cycle de vie complet, ils sont souvent beaucoup plus chers sur l'isolation par exemple, et ils ont pas. Et quand on regarde je fais beaucoup chez Saint-Gobain des analyses de cycle vie complet sur les différents types de matériaux, et les réponses sont pas toujours aussi simples qu'on a à l'air. Si je prends par exemple la laine de verre, je m'excuse, je vais être encore une fois technique, mais si on prend la laine de verre, le bilan complet de la laine de verre, il est excellent, parce que la laine de verre, elle se recycle indéfiniment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un de nos problèmes, c'est qu'on a... Alors, on essaye de s'organiser, selon les pays, on le fait de façon différente, mais les filières de recyclage sont très importantes. On n'arrive pas à trouver assez de verre usagé, on pourrait en mettre plus dans nos fours.
Donc c'est des problématiques extrêmement importantes, toutes ces problématiques de recyclage, de cycle de vie sur lequel on a encore des progrès à faire, on travaille, mais ce que je crois, c'est que les matériaux, ils sont au service de ce qu'on voudra faire. La réponse, elle n'a pas à être technique au problème de la ville durable. On sait donner des réponses techniques, après c'est j'allais dire, aux politiques hein, de concevoir la chose, puisque la ville, c'est pas seulement des bâtiments, c'est tout un ensemble, comme on l'a dit, c'est tout un ensemble beaucoup plus compliqué. Et ces solutions techniques aussi, elles sont disponibles et pas forcément, elles sont pas plus chères pour les riches que pour les moins riches. Il faut savoir, je reviens encore, ça a été évoqué tout à l'heure. Je crois que en France, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, il y a des choses très bien qui ont été faites. Après, la mise en pratique, elle est peut-être un peu difficile. Mais le problème du chauffage pour les gens modestes, par rapport au problème du loyer, il représente une part considérable. Et donc s'attaquer à ce problème, réduire la consommation d'énergie dans les logements modestes, c'est encore plus important de ce point de vue-là pour le bien-être des gens. Donc je pense que la technique, pour revenir, parce qu'il y a eu des débats, la technique est au service, et c'est important de pouvoir avoir des réponses techniques. Après, c'est à l'ensemble des citoyens et aux politiques de décider la manière dont on s'en sert. Je suis désolée, on a dépassé le temps du débat, donc vous levez la main depuis longtemps. Juste une intervention, on arrête. Non, pas vous, monsieur, pardon, vous avez déjà pris la parole. Madame. Oui, bonsoir. Je souhaitais témoigner d'une expérience sur le terrain. Je suis enseignante dans une école du 20e arrondissement qui borde le jardin naturel et qui est au pied du Père-Lachaise, le plus grand espace vert de Paris. J'ai engagé depuis 4 ans des actions dans le cadre de l'agenda 21 dont je suis la coordinatrice. Donc mes élèves de CM1 et de CM2 ont appris à gérer l'économie d'énergie, ont appris à gérer la récupération d'eau de pluie, ont appris à placer des nichoirs à insectes au bord de la fenêtre, à observer les abeilles solitaires qui actuellement sont en pleine activité. Et il se trouve que notre groupe scolaire est en plein travaux de réaménagement depuis septembre. Notre école donc, a déménagé dans l'école qui est actuellement rénovée et j'ai pu constater que les néons fonctionnent à plein régime, que les radiateurs sont placés sous les doubles vitrages qui viennent d'être installés et fonctionnent jusqu'au 19 avril. Donc quelle est votre question, pardon ? Sans pouvoir... Non, mais c'est un constat qui est dramatique. C'est effectivement, moi, si je reprends le propos d'Edgar Morin, c'est comment inciter les partenaires, que ce soit l'éducation nationale, qui ne forme pas ses enseignants, comment inciter la ville à ouvrir la voie pour l'avenir de l'humanité, et ce, auprès de nos enfants. C'était une bonne conclusion. Merci beaucoup.